2023 pour, à travers votre magazine Kiosque, pour des analyses et commentaires pertinents sur l'actualité du jour en République démocratique du Congo. Et voilà, l'actualité ce matin, ce sont les enquêtes après l'assassinat de Chérubin Okende. Il y a des enquêteurs belges et sud-africains qui seraient déjà sur le sol congolais. Quant à ceux, les présidents d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi également à Kinshasa, il exige des enquêtes sérieuses, indépendantes pour en savoir plus sur l'assassinat du porte-parole de son parti, Chérubin Okende. Autre sujet d'actualité, c'est la libération de Franck Diongo qui a bénéficié d'une liberté provisoire. Processus électoral, nous parlerons également de la prolongation de l'opération de réception et traitement de candidature pour la députation nationale. 7 jours supplémentaires. Analyse et commentaires, c'est tout à l'heure. Et les chefs de l'État, lors du lancement de la formation de 2500 nouveaux magistrats, a encore une fois appelé à la réqualification de la justice. C'est ça, là. Ce sont là les sujets à la une de l'actualité ce matin. Et à l'affiche ce matin, nous avons Pascal Oonje qui sera face à Aimé Mutombo et Christian Moleka qui doit nous rejoindre dans ce plateau de kiosque. Alors, Aimé Mutombo, bonjour. Bonjour Madame Gisèle et merci pour l'invitation. Ça fait un peu longtemps. Très longtemps. Oui, on est là, on est toujours en train de travailler dans le cadre des investigations que nous sommes en train de mener dans le Congo profond par rapport au PDL, 145 territoires. Et programme de développement local. Oui, les 145 territoires, ce programme qui évolue vraiment bien avec grand satisfait des bénéficiaires de ce programme qui aujourd'hui donne des infrastructures dans des coins perdus où on ne pensait même plus à avoir ce genre d'infrastructures. 63 ans après, là je reviens de la province du Congo central. Nous avons accompagné la ministre d'État, ministre du Plan, Madame Judith Souminoa Toulouka, qui a passé, elle, qui coordonne ce programme. Alors nous avons fait presque tous les territoires dans le Congo central. Nous avons inspecté les travaux, nous avons interrogé les populations, comment est-ce qu'ils accueillent ce PDL 145 territoires, parce que dans le Congo central, c'est le CFF qui supervise et qui est comme l'agence d'exécution, qui coordonne toutes ces agences. C'est le CFF qui a sélectionné tout cela. Alors aujourd'hui, nous avons vraiment remarqué qu'il y a des lignes qui bougent. C'est une réalité. C'est une réalité. Parce que beaucoup n'y croient pas, Aimé Mutombo. Oui, en fait, si c'est devenu comme un slogan. Est-ce que c'est vraiment une réalité tant que journaliste d'investigation? D'ailleurs, ce que les gens devraient savoir, c'est que tous les ouvrages construits dans le cadre de la première phase du PDL 145 territoires devaient être livrés à la fin de ce mois. Alors, les mois prochains, on va entamer déjà la deuxième phase du PDL 145 territoires. Il y a une semaine avant, j'étais dans le Haut-Katanga. Personnellement, je ne suis pas en train de raconter des choses. J'ai vécu, je suis descendu dans des coins perdus où il n'y a pas de réseau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a même pas de l'eau potable. Mais les gens sont en train de vivre aujourd'hui la matérialisation des ouvrages qui n'existaient pas. Il faudrait saluer parce que 63 ans après, on voyait les femmes qui accouchaient dans des centres de santé en paille, vous voyez. Donc c'est avec des équipements que je ne sais pas comment qualifier ici. Mais ce qui est vrai, c'est que nous devons saluer, et c'est que les journalistes qui sont en face de moi, et même vous-même, ce que nous devons faire, c'est de vulgariser ce projet parce que c'est vraiment un avantage, c'est un projet vraiment ambitieux, prestigieux que le chef de l'État a eu à lancer. C'était au mois de septembre de l'année dernière. Aujourd'hui, nous sommes en train de palper les réalités. On a départagé les provinces. Il y a le BCECO, le Bureau central de coordination. Il y a le CFF et les PNUD. Ils ont reparti la République démocratique du Congo en zone. Chacun est en train d'accompagner ces travaux. Au niveau du BCECO, avec le directeur général Jean-Mabi Moulumba, que je tiens à féliciter ici, il y a un grand travail qui est réalisé là-bas. Il y a un grand travail, nous avons eu beaucoup de témoignages, nous avons eu à diffuser ça
sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo et à la RTNC. Vous savez que j'anime une émission là-bas qui est consacrée essentiellement aux infrastructures. Et au niveau du CFF, avec le coordonnateur Alain Lungungu, Kisoso, que je félicite également, c'est avec lui que nous revenons du Congo central. En fait, même le Premier ministre lui-même a jaugé, il a vécu la réalité de la matérialisation du PDL 145 territoires parce que c'est un programme du président de la République qui est matérialisé par le gouvernement de la République via le ministère du Plan. Alors, même Madame Judith Souminois était aussi vraiment contente parce que dans l'ensemble, les choses avancent. Mais ce qu'il faudrait savoir avec ces PDL ici, il y a aussi des difficultés. C'est ça. Pour faire acheminer les matériaux. C'était ça même ma question. Oui, oui. Mais il y a aussi des centres qui sont le long de la route. Là, les difficultés ne sont pas les mêmes. Mais ce que nous devons saluer ici, c'est la volonté et la matérialisation de choses qui sont en train de se faire déjà à la rentrée scolaire prochaine, au mois de septembre ici, avec la gratuité que le chef de l'État a initiée. On aura beaucoup d'écoles qui vont renforcer également la mesure de la gratuité. Les élèves vont étudier dans de nouvelles écoles construites dans le cadre du PDL 145. Vous voulez dire quoi? Vous venez du fin fond, oui, vous venez du fin fond du Congo central et que là-bas on peut aujourd'hui voir des hôpitaux, des écoles. Le PDL, la première phase consiste à quoi? À la construction des centres de santé pour améliorer les conditions sanitaires de nos populations qui n'ont pas ces avantages que nous avons ici à Kinshasa. Deuxièmement, c'est les écoles pour accompagner et appuyer la gratuité. Et troisièmement, c'est les bâtiments administratifs. Parce qu'aujourd'hui, il y a des territoires où les administrateurs n'ont pas des bureaux qualifiés. Aujourd'hui, vous voyez, alors c'est école, centre de santé, bâtiment administratif. Vous voyez bien comment le nom du programme, il le dit, PDL 145 territoires. Nous étions à Sekebanza, nous étions à Madimba, nous étions à Luku, nous étions à Mbanzangungu, nous étions... En fait, nous avons fait presque, je dis bien, 9 sur 10, je dirais, de tous les territoires du Congo central. Partout où nous sommes passés, vous sentez qu'il y a des lignes qui bougent, avec le CFF, avec à sa tête le coordonnateur Alain Lungungu qui fait un bon travail ici, parce que nous devons entrer dans une phase où nous devons encourager le Congolais qui travaille pour doter des bonnes choses à la République. Voilà pourquoi un peu je suis vraiment content et je dis que à tous qui continuent à douter du PDL, je vous dis que c'est une réalité et vous l'avez encore dans d'autres provinces, dans les Kasaï et partout, je vous dis que c'est une réalité. Et les infrastructures seront livrées quand? Je dis bien que c'était prévu, mais il y a des zones où on a connu des difficultés. Il y a des ponts qui se sont écroulés, où il y a des difficultés pour faire parvenir la logistique, les matériaux là-bas pour construire. Mais du moins, il y a des zones où déjà les gens sont avancés. Dans l'ensemble, le PDL, c'est wow, parce que le mois prochain déjà, on va entamer la deuxième phase qui concerne la construction des routes, des dessertes agricoles et même des routes. Alors on va voir maintenant par rapport aux zones de la République démocratique du Congo, où est-ce qu'il y a moins de routes, où est-ce que ça demande trop, où est-ce qu'il faudrait entamer en avant et donc ainsi de suite. Le PDL ne concerne pas la ville de Kinshasa, mais toutes les provinces de la République démocratique. L'arrière-pays, voilà. L'arrière-pays. Merci Aimé Mutombo. On attend que les infrastructures soient livrées. Voilà. Alors Pascal Oudji, bonjour. Bonjour, sinon je vais dire bonjour Gisèle. Merci. J'ai suivi Aimé revenir sur cette question de PDL 145 territoires. 145, on s'arrête à dire ainsi. J'étais dernièrement à Mbandaka à l'occasion de la conférence des gouverneurs avec les partenaires. Et ils les avaient sollicités. Il y a BSECO, il y a CFF, il y a le PNUD. Mais le point de vue du PNUD n'a pas chanté beaucoup de gouverneurs. Il y a eu trop de contestations. On disait que ce qu'ils disaient n'était pas concret sur terrain. Et on a fait des recommandations pour que le PNUD change sa manière de faire le travail, qu'il accélère quand même. Bon, je ne sais pas si aujourd'hui les choses ont changé, ce sera une bonne chose. Mais si ce que je veux dire à Aimé, c'est cette manière de communiquer en vrac ne permet pas à la population de comprendre effectivement le degré du travail jusqu'ici réalisé. Vous savez, à l'époque avec Matata Ponyo et Kabila, on nous a parlé de 1000 écoles. On ne savait pas identifier. À ce jour, je suis très d'accord avec lui parce que moi je suis du Sangourou.
une province qui, ces territoires n'ont jamais vu une infrastructure construite par l'État depuis, je ne vais pas exagérer, mais au moins... Plus de 63 ans. Voilà, on n'a jamais vu une infrastructure construite par l'État. Alors maintenant, ces réalisations se font dans les territoires. Mais il ne suffit pas de les mettre comme ça à la place publique. Mais il faut aller territoire par territoire. Vous montrez image, dans tel territoire, l'État fait ça, ça. Dans tel autre, et à ce moment-là, on peut évaluer par exemple le Congo central. Il y a 10 territoires, sur les 10 territoires, à travers ce projet, il y a 7 territoires qui ont bénéficié un centre de santé, une école. De manière repartie comme ça, je crois qu'on va aider les Congolais à comprendre effectivement ce qui est fait. J'ai engagé le débat la fois passée ici sur ce qui est fait ici dans la ville de Kinshasa. J'essaie de dégager une étude comparative 18 ans et 5 ans sur les infrastructures. Sinon, je vais parler des édifices. Mais vous allez vous rendre compte que c'est le jour et la nuit. Qui a fait Pendant mieux, 4 ans... Qui a fait mieux? C'est ce que je suis en train de dire. Pendant 4 ans, on a beaucoup fait. Et quand vous prenez les 4 ans, vous comparez à 18 ans, et les 4 ans dépassent 18 ans, ici à Kinshasa. Il n'y a pas de débat. Question de faire, d'évaluer. Mais est-ce qu'on sait communiquer normalement, de manière plus pragmatique pour que les gens comprennent? Parfois non. Et nous restons dans le doute parce qu'il n'y a pas une bonne communication. Voilà pourquoi je dis à mon confrère, ça c'est une bonne chose, comme vous les accompagnez, mais faites un montage, un travail très technique, en tout cas avec détail, territoire par territoire, image à l'appui, et cette fois-là, je crois que... de communication, de la visibilité. Ah oui, c'est voilà. Christian Moleka. Madame Gisèle, à une minute, excusez, parce que peut-être mon frère n'a pas suivi. Nous sommes dans cette logique de ce que vous dites là. Merci pour la remarque. Mais nous avons fait, je donne l'exemple, dans le Haut-Katanga. Parce que nous étions avec le Premier ministre dans le territoire de Kassenga. Nous avons montré école, centre de santé et bâtiments administratifs. Montrer au grand public. Oui, dans le petit temps que la radio-télévision nationale nous donne, nous avons fait ça. Nous avons fait une émission spéciale pour montrer le PDL dans le Haut-Katanga. Et revenons dans le Congo central, nous avons montré image à l'appui. Suggérer à vos partenaires de sortir un peu aussi de la RTNC, parce qu'en toute réalité, la présidence ne fait pas une bonne communication sur cette question. Alors, contactez également d'autres chaînes. Ça, c'est alors bon, je vous encourage. Ils sont en train de contacter d'autres chaînes, diffuser à masse pour que les gens comprennent. Parce que quand vous limitez seulement à la RTNC, c'est pas tout le monde qui suit la RTNC. Merci Pascal. Alors, Christian Moleka, bonjour Christian. Bonjour Christian, oui. Bonjour. Bon, j'ai trouvé le débat sur 145 territoires, donc je vais donner ma petite contribution. Je crois que la bonne chose dans ce programme, c'est que c'est un programme qui met l'accent sur la ruralité. Très longtemps, on a fait des politiques urbaines, centrées sur les grandes villes, et qu'on a oublié le Congo profond. Et la grande particularité de ce projet, c'est de donner l'accent à la ruralité. Là où il y a 60% de Congolais, parce que 60% des Congolais sont encore en milieu rural. Et c'est ça, je crois, l'avantage ou le mérite de ce projet. Maintenant, la grande critique, c'est le financement du projet. 145 territoires, au début, c'était 1,6 milliard de dollars d'enveloppe globale. Et nous avons obtenu des partenaires, notamment par le droit des tirages spéciaux, 750 millions de dollars. Ça veut dire que nous avons obtenu 50% de financement des partenaires. Et dans les 50%, on a décaissé au niveau des agences. C'est-à-dire qu'il y a un grand problème de financement si on veut aller avec le programme jusqu'au bout. Le gouvernement doit encore trouver des financements pour compléter la partie manquante et donc nous permettre d'avoir le 1,6 milliard pour réaliser le projet. Le deuxième problème, c'est que le projet il est tellement ambitieux qu'il devait, de mon point de vue, et d'ailleurs du point de vue de beaucoup de spécialistes, quitter la dimension de projet pour être inscrit en termes de programme. Parce que quand vous êtes dans un programme, ça veut dire que vous l'inscrivez dans une dynamique pluriannuelle, où chaque année, peut-être dans le cadre budgétaire, vous décaissez des fonds pour permettre d'atteindre un seuil plus important. Parce que si vous l'inscrivez dans le cadre d'un projet à court terme, ou un projet de 2-3 ans, parce que c'est jusqu'en 2024, à la limite 2025, un projet à court terme comme ça ne permettra pas à long terme de résorber le déficit, parce que le déficit il est énorme en termes d'infrastructure. Le déficit il est énorme, il va donner le sentiment d'avoir posé des gestes, mais en termes de fait d'entraînement, ce sera plus compliqué. Par exemple, le PDL a pris le choix de commencer par les centres de santé et l'école. C'est un choix politique. Par contre, ce choix-là, c'est un choix d'investissement à long terme. Parce que quand vous formez les élèves aujourd'hui, ces élèves-là qui entrent dans le cycle d'éducation sortent dans 20 ans. Vous voyez? Donc, vous voyez les enfants de l'école primaire, ils entrent dans le cycle d'éducation, ils se ressortent dans 20 ans. Ça veut dire les retombées
en termes de concret, c'est dans le long terme. Alors que si on avait inversé, commencé par les routes des agricoles, on aurait eu des réponses à moyen terme, parce que nous parlons de la garantie, par exemple, du problème de maïs, du problème des coûts alimentaires. Donc, le modèle de choix qu'on fait que le projet, soit il va à long terme, soit il va à moyen terme. Et donc, ceux qui ont fait le choix des points par lesquels ils ont commencé ont privilégié le long terme, alors qu'on aurait pu inverser et travailler sur le court terme. Commencer par les routes. Commencer par les routes. Pour une production locale. Parce que les routes ont un effet accélérateur en termes de création de richesse. Ça veut dire, ça permettra aux commerçants de sortir, de créer de la richesse, et cette richesse-là permettra de booster le développement. Mais lorsque vous commencez par l'école, ce qui n'est pas mauvais non plus, ou par le centre de santé, ce n'est pas créateur de richesse à court terme, sa richesse c'est du long terme, parce que l'enfant qui entre dans l'école doit faire au moins 18 ans. Ça veut dire 6 ans primaire, 6 ans secondaire, éventuellement universitaire, et donc vous l'aurez comme citoyen dans 20 ans. Donc c'est discutable, parce qu'il s'agit de la vie. Je ne sais pas si on peut comparer la vie à autre chose. Lorsqu'on a les centres de santé, on met la priorité sur la vie. Lorsqu'il faut sauver des vies, on ne va pas comparer la vie avec les écoles. Parce que quand vous allez à l'intérieur en toute réalité, vous verrez dans un village, comme mon village, le village de mes parents par exemple. Mais pour arriver à un centre de santé, vous devez parcourir au moins plus de 40 km. Imaginez. Mais si vous tombez malade à cet instant-là, vous partez. Alors, on peut avoir des routes, mais lorsqu'on n'a pas les centres de santé, c'est tout un problème sérieux pour une communauté. Donc moi, je pense que c'est toujours bon de commencer par les hôpitaux, les routes vont s'en suivre, et ainsi de suite. Les écoles Nous avons un pays qui a un budget, un pays qui a un budget de 16 milliards. On ne peut pas faire le développement avec 16 milliards. Si nous voulons faire le développement, nous devons avoir un budget à 100 milliards. Ça veut dire que nous devons créer plus de richesses. Le Congo doit créer plus de richesses, parce qu'on a plus de richesses, on a plus d'écoles. Et pas l'inverse. Quand on a plus de richesses, on a plus d'écoles. Quand on a plus de richesses, on a plus d'hôpitaux. Quand on a plus de richesses, on a plus de salaire. Et pas l'inverse. C'est-à-dire on doit faire le choix de créer de la richesse, d'abord de la richesse, et c'est la richesse avec un budget qui pourra augmenter en termes de revenus, qui nous permettra de faire plus d'écoles, plus d'hôpitaux, ainsi de suite. Ce que j'ai dit, c'est un choix. Moi, je ferai le choix de créer de la richesse. La richesse veut dire infrastructure routière, BAC, pour permettre d'augmenter la capacité à créer la richesse de l'État, d'augmenter les recettes de l'État, et quand vous avez plus de recettes de l'État, vous faites les écoles, les hôpitaux et tout le reste. Voilà. Merci Christian Moleka. Il ne tient pas compte de ce que mon frère Pascal venait de dire ici. Nous devons privilégier d'abord la santé et le mieux-être de nos frères. Ils ne sont pas moins congolais que nous, comme ils habitent là-bas. J'ai vu, Pascal, une femme enceinte qu'on transportait sur un vélo, imaginez-vous. Et puis là-bas, les routes ne sont pas plates. Parfois, vous montez des petites montagnes, vous descendez, il y a des glissières, ainsi de suite. Et cette femme va accoucher très loin. Mais aujourd'hui, on a écourté avec le PDL, par exemple, une femme qui devait faire 30 ou 40 km, comme Pascal est en train de dire, peut venir pour accoucher, par exemple, à 8 à 6 km, par exemple. C'est un avantage ou un désavantage? C'est une bonne chose. Voilà. C'est une bonne chose. Seulement, il faut les enfants. C'est une très bonne chose. Les enfants, vous savez aujourd'hui qu'au village, quand il menace de pleuvoir, on retourne les enfants à la maison. Pourquoi? Parce que le Premier ministre a vu ça, nous avons vu ça à Kassenga. Mon cher frère, l'école, vous savez la toiture de l'école c'est quoi? Les rameaux. Alors avec le soleil, quand ça, c'est déjà sec, donc même le soleil entre dedans. Quand il pleut, on retourne les enfants à la maison. Mais aujourd'hui même quand il pleut, et un avantage aussi avec ces PDL ici, ça a créé aujourd'hui les mamans Maléwa par exemple. Les mamans qui préparent la nourriture maintenant pour vendre aux gens qui travaillent dans les chantiers. Et il y a des salles aujourd'hui, parce que au village, c'est difficile. Quand il y a une fête, quand il pleut, les gens vont on va passer à notre sujet. Je voudrais juste rebondir sur ça. Je dis que c'est une bonne chose, mais je dis en termes de choix de priorité. Ça veut dire sur quoi on commence ou sur quoi on finit. C'est pas dire qu'on ne fait pas. Sur quoi on commence. Ces moments-là qui font les Maléwa sont agriculteurs. Parce que le monde rural, c'est un monde agricole. Hein? 70% des Congolais sont dans l'agriculture. Ce monde-là, c'est un monde rural, agricole. Donc, plutôt que de faire les Maléwa, ces femmes faire de l'agriculture et les faire sortir et gagner plus de richesse. C'est un problème de choix en termes. Je ne dis pas qu'il faut supprimer l'un et l'autre. Je dis qu'il faut en termes de choix, qu'est-ce qu'il faut prioriser par rapport à l'autre. Voilà. Alors, on parle des enquêtes. Nous avons effectué une visite ici à l'Office des routes. Moi, j'ai vu, il y a beaucoup d'éléments du pont. Il y a plusieurs ponts. Oui. Et j'ai vu le directeur général adjoint, adjoint plutôt, de l'Office des routes s'est déployé à travers plusieurs provinces et on était en train de jeter des ponts. Et vers chez moi, parce que je parle plus de chez moi, là où je maîtrise, mais on est allé visiter
n'est-ce pas, Trois-Rivières, je crois que les matériels sont partis et on va les jeter maintenant. Donc, voilà, merci Pascal. On prend notre autre sujet, on parle des enquêtes, des enquêtes par rapport à l'assassinat des Chérubins Okende. Il y a déjà des enquêteurs belges et sud-africains, semble-t-il, qui sont déjà ici dans la capitale. Christian Moleka, faudrait-il attendre, arriver à mettre la main sur les assassins de Chérubins? C'est la quête pendant 10 ans qu'il faudra prendre. Par contre, il faudrait davantage réfléchir sur les conséquences de l'incidence dans la perception du jeu politique chez nous. Et je crois que ça, c'est la partie la plus importante de peut-être l'analyse qu'il faudra apporter. Nous avions un processus électoral qui était déjà tendu, très tendu, avec beaucoup d'écléments de tension. Et là, nous venons en voir une violence physique que beaucoup lient avec le jeu politique, avec le processus électoral. Ça veut dire que ça va renforcer la crispation du processus politique et électoral. Et donc, c'est aux politiques maintenant d'être, je dirais, alerte, notamment le pouvoir, le régime du pouvoir, pour donner des signes de détente. Le pays a besoin des signes de détente pour éviter que la crispation qui peut naître de cette façon se transforme en confrontation et que nous basculions dans des violences plus grandes. Parce que là, nous avons atteint un paroxysme de violence. On est passé des violences verbales, que tout le monde pensait normal, la violence verbale. Maintenant, on passe de la violence verbale à la violence physique. Et donc, c'est vraiment un défi énorme qu'il faut vraiment travailler à des crispations, il faut travailler à détente pour créer les conditions d'avoir des élections un peu plus stables. C'est dans le cadre de cette décrispation que peut-être on peut placer la libération de Franck Diongo. Je suppose, c'est peut-être les liens, parce qu'on voit la temporalité avec laquelle Franck Diongo a été libéré, on peut supposer que ça peut s'inscrire dans une démarche de détente pour essayer de décrisper. J'ai vu que le CG Kabouya, qui était hier à Elie Monsantou, a demandé une minute de silence à la mémoire de Chérubins Okende, c'est une bonne chose. J'ai vu que le président de la République lui-même, en Conseil des ministres, a demandé une minute de silence. Le Premier ministre s'est rendu. C'est des gestes qui peuvent renforcer la détente et tenter de décrisper, parce que nous avons maintenant une tension politique qu'il faut vraiment vider pour qu'on n'aille pas vers une confrontation. Ça démontre aussi qu'ils sont pour rien, parce que d'autres sont en train d'incriminer le pouvoir par rapport à cet assassinat. Bon, les enquêtes vont déterminer qui est responsable. Par contre, ce sont des faits qui n'est pas profitable au régime. Ça veut dire que vous avez eu les violences d'Ivan May, avec toute l'image de la violence provisoire de l'enfant. Ensuite, vous avez eu les différentes arrestations des opposants. Mike Moukebaï, Daniel Safou qui a disparu, puis Salomon Escadela, après Franck Diongo, puis vous avez l'assassinat de Chérubin. Vous ajoutez à cela la violence verbale qui a accompagné la période. Donc, c'est une chaîne qui semble orientée davantage vers le pouvoir, mais les enquêtes sont des enquêtes qui pourront, si c'est des coïncidences ou non, mais au moins on a des faits qui tracent de plus en plus une montée de la violence et du cycle de la violence verbale, puis on est passé au physique. Alors, est-ce qu'on peut vraiment croire aux résultats de ces enquêtes, bien qu'on ait fait venir des enquêteurs internationaux, parce qu'on voit déjà la justice, même le chef d'État lui-même critique cette justice? Bon, nous avons la justice que nous avons, avec ses limites, avec ses failles. Il y a aussi des hommes de bravoure et de compétences à la justice. Il ne faut pas tout le jeter tous dehors. Il y a ceux qui sont bons, il y a ceux qui sont corrompus, on le sait. Maintenant, il faut espérer qu'ils soient mis dans les conditions de nous aider, parce que en matière de ce qu'on appelle le cycle de violence, il y a tension, il y a crise, il y a justification et il y a culpabilité. Si vous arrivez à construire une culpabilité en travers, par exemple, un procès juste, ça peut calmer la tension des autres parties et dire voilà, nous avançons. Mais si nous n'arrivons pas à avoir cette culpabilité, nous remonterons dans la confrontation et on aura un autre cycle de violence plus dur. Donc je crois que c'est la lucidité des acteurs politiques aujourd'hui qui doivent nous aider à avancer. Au-delà de cette dimension, parce qu'aujourd'hui le grand problème c'est l'image du pouvoir. Le président Félix est venu au pouvoir avec l'image d'un démocrate. L'UDPS a porté pendant longtemps l'image d'un pouvoir, d'un mouvement qui veut instaurer l'état de droit, la démocratie. Et les faits aujourd'hui sont en train de remettre en question en quelque sorte ce combat-là. C'est-à-dire il y a un défi que moi j'appelle défi entre survie politique et survie historique. Et je crois que les dirigeants du DPS doivent bien jouer la nuance entre survie politique et survie historique. La survie historique, c'est nous avons fait 37 ans de combat avec des valeurs et une vision qu'on incarne, qu'il faut maintenir. La survie politique, c'est que nous conservons le pouvoir et nous pouvons, en conservant le pouvoir, perdre la survie historique.
Et quand vous conservez le pouvoir en perdant la série historique, mais après les pouvoirs vous disparaissez. Le Impère a disparu, le Palou a disparu, en fait la Formule 1 elle a éclaté, donc peut-être demain l'UDPS disparaîtra parce que l'équilibre entre survie historique avec le combat, les valeurs qu'on a incarnées et survie politique en termes de régime qu'on arrive à maintenir semble aujourd'hui en conflit, et un conflit énorme. Et malheureusement, face à ces conflits-là, c'est un parti qui pourra gouverner, mais après la gouvernance, il faudra remettre en question son combat historique. Et c'est malheureux d'avoir un si long combat qui peut être remis en question par un si court temps de gestion. Voilà, Pascal Oronje, des enquêtes ouvertes et puis il y a les enquêteurs étrangers qui sont ici, mais beaucoup doutent parce que est-ce qu'en RDC, disent certains observateurs, il y a déjà des enquêtes qui ont abouti? Il y a celui de Chebea jusqu'aujourd'hui, juge Yanni jusqu'aujourd'hui, voilà un peu. Oui, merci Gisèle pour cette question. Je pense que vous savez bien que je suis mal placé, du fait simplement que c'est un frère, c'est mon frère. Je risque de ne pas avoir un argument très objectif sur la question. Vous avez vu même le jour où on nous a appris ce cas, comment j'avais tweeté, comment j'ai publié. Et c'est avec un choc interne, pratiquement. Je suis allé, j'ai vu, on a amené le corps jusqu'à la morgue. Il était difficile de contrôler ses émotions. Alors je crains que je m'exerce à travers ce plateau de la même manière que ce jour-là. Mais simplement ici, je pense que la police, les services de sécurité en général, ont une mission. La mission de protéger les personnes et leurs biens. Et que ce soit un assassin qui vient me tuer, je crois que les services doivent être à mesure de me sécuriser. Et lorsque les services ne vont pas sécuriser, c'est qu'ils ont failli. C'est comme ça que j'interpelle depuis le jour-là le ministre de l'Intérieur, surtout à cette question de l'insécurité, qui soit monté, parce qu'on s'approche des élections, on a toujours connu des cas comme ça. C'est lui, en fait, le régulateur dans le cas d'espèce. Le ministre de l'Intérieur, avec ses services, mon point de vue à ce jour, parce qu'il s'est agi d'un député, il s'expliquerait devant l'Assemblée nationale, devant la commission, et donner un point de vue, en tout cas sécuritaire, sur la question. Mais, parce que vous posez la question sur la présence des enquêteurs, on ne sera pas supputé à partir du moment où ils n'ont pas encore commencé le travail. Il faut espérer. Qu'ils commencent d'abord le travail, et nous aurons analysé, n'est-ce pas, le rapport qu'ils vont pondre, et donner nos points de vue. Et à ce jour, je pense que nous serons obligés de nous limiter à observer, à attendre jusqu'à ce qu'ils auront fait leur travail, et tenter, donner un quelconque argumentaire, il ne sera jamais rationnel. Donc, soit on veut nuire, soit on veut, je ne sais pas dire quoi, alors ce ne sera pas responsable de notre part. Je crois que, bon, on laisse le temps à ces enquêteurs-là. Mais on dit déjà, mais certaines personnes disent qu'on est en train de brouiller les pistes en disant qu'il s'agissait, il a été fusillé, alors que l'autopsie n'a encore rien dit. Ça, c'est les gens qui disent n'importe quoi, n'est-ce pas? Et ici, on appelle les spécialistes. Les spécialistes, je ne sais pas s'ils sont venus ou ils sont en route. Ils vont faire le travail, ils vont nous donner le rapport. C'est ce rapport des spécialistes-là que nous allons faire foi. Ce n'est pas un quelconque monsieur, il est caché quelque part, il donne un point de vue, son point de vue, nous l'analysons ici. N'est-ce pas? Est-ce qu'il a vu le corps d'abord, le monsieur qui parle là? C'est nous autres qui avons pris le corps, nous l'avons amené à la morgue. N'est-ce pas? Il parle par un préposé, je ne sais pas comment il donne son point de vue de cette manière-là, et vous voulez que nous on fasse foi, on fasse analyse sur un tel point de vue. Non, les gens spéculent par rapport à d'autres cas, des enquêtes précédentes, oui. Les gens spéculent, vont dans tous les sens. Quand vous arrivez en famille, ce n'est pas le point de vue que les gens donnent là. Voyez-vous? C'est ailleurs. Nous pensons autrement sur le cas. Alors, je ne pense pas qu'il serait prudent à notre niveau d'analyser un tel cas à travers les points de vue des gens très loin du fait, et puis ils avancent un point de vue, nous analysons ce point de vue là. Non. Et l'ami vous a parlé ici, bon, vous verrez aujourd'hui, on va vouloir accuser tel camp, tel camp. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. N'est-ce pas? Le cas est tel qu'il est assassiné. Il faut une bonne enquête.
De cette enquête, nous aurons un résultat. De ce résultat, on va tirer des conclusions. Mais maintenant, l'enquête n'a pas encore eu lieu. Gisèle, je pense qu'on ne peut pas s'hasarder à avancer n'importe quel argument. Merci Pascal. Alors, Aimé Mutombo. Vous sentez que Aimé Mutombo. je ne sais pas l'extérioriser normalement parce que ça fait mal. Si je le fais, je risque de ne pas contrôler mes points de vue. Votre frère du Sankourou. Pas seulement du Sankourou. C'est au-delà du Sankourou. Moi, je vous parle de mon frère. Ok. Alors, Aimé Mutombo, nous sommes à l'étape des enquêtes. Hein. Bien sûr que ça n'a pas encore commencé, mais c'est par rapport à d'autres enquêtes précédentes, alors beaucoup de doutes hein, de l'issue de ces enquêtes. Si on regarde d'autres cas qui jusque-là sont restés sans suite. Merci beaucoup, madame, de me permettre de parler de ces sujets. Premièrement, j'aimerais présenter mes condoléances à toute la famille de Chéribin Okende. C'est quelqu'un que j'ai connu personnellement. J'ai eu affaire avec aussi quelques trucs dans le cadre de notre métier en tant que journaliste. En tout cas, paix à son âme et condoléances à toute sa famille biologique. J'ai appris la nouvelle, j'étais à Mwanda, je me réveille le matin pour embarquer à bord de la Jeep et commencer à rentrer à Kinshasa. J'ai appris la nouvelle. Ça m'a fait très mal, j'étais très choqué. C'est une personne qui était avec moi qui m'a donné la nouvelle. Ça m'a fait très mal, j'étais choqué. Mais par rapport aux enquêtes, ce que nous devons savoir, aujourd'hui il y a des spéculations. Il y a des discours qui vont dans tous les sens. Il y a d'autres qui condamnent le pouvoir en place. Il y a d'autres qui rejettent la balle à Kachobwe, son camp politique, ensemble, son parti. Laissons les enquêtes, laissons que ces enquêtes puissent se faire. Et puis ne soyons pas pressés parce que moi je crois à ces enquêtes parce qu'aujourd'hui il y a au moins 3 ou 4 partis qui vont chacune faire des enquêtes. Alors attendons, ne soyons pas pressés. Aujourd'hui, je vois déjà des gens qui montent une presse proche à Kachobwe, qui condamnent le pouvoir en place pour dire non, voilà, c'est Tshisekedi qui a fait ça, pour créer la terreur. Bon, je ne sais pas, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de passer dans un média pour parler de ces sujets. C'est une première occasion pour moi de les dire parce que je sais que nous sommes suivis. Je ne sais pas quel est le danger que Chéribin Okende représentait pour le pouvoir en place. C'est vrai, il est mort, ça fait mal. Son parti. Ça fait mal, oui, ça fait mal. Ça fait très mal. Perdre un être cher de cette trempe, de cette carrure, ça fait mal. Il a laissé des enfants, il a laissé son épouse, sa famille. Et même moi qui parle ici en ce moment, je suis très choqué. Si vous avez vu l'image du chef de l'État quand il a demandé 1 minute de silence au cours du tout dernier Conseil des ministres qui est passé le vendredi, vous allez sentir en l'homme qui a un grand regret. Au-delà des diversités, au-delà des oppositions, majorité, des divergences d'opinion, nous avons de cœur, nous sommes des humains. Et moi, j'aimerais demander à nos confrères qui publient, qui tweetent à temps, en contre-temps, d'essayer de patienter un peu. Vous savez, le temps de la justice n'est pas le temps normal de la communication. Que nous puissions patienter un peu, que ces enquêtes arrivent au bout et nous allons avoir les résultats. C'est à ce moment-là peut-être que nous pouvons crier et dire tout ce que nous pouvons dire. Ça ne sera pas comme chez B, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de suite. Oui, j'en viens, madame. Par rapport à ceux qui disent, non, voilà, il était tué par balle, vous venez de dire ici, oh non, on a vu, j'ai vu la photo. La photo avec le sang, donc c'est-à-dire que ce n'est pas une mort naturelle, soit on l'avait poignardé, j'ai pas vu le corps de près. Il faut attendre l'autopsie. Oui, il faudrait attendre l'autopsie, mais déjà on peut voir à travers l'image qu'il avait une chemise blanche oubliée de nuit qui était trempée de sang. On peut les tuer ailleurs et puis on vient, on le fuit. Oui, ce n'est pas exclu, ce n'est pas exclu. Mais ce n'est pas à vous et moi de définir cela. Nous devons attendre que ces enquêtes qui sont en train d'être menées maintenant, que ces enquêtes arrivent jusqu'au bout, à terme. En ce moment-là, on pourra dire, mais moi je suis contre ceux qui disent que qui veulent attribuer ça à une personne ou à une autre. Patientons que ces enquêtes, et surtout qu'on a ouvert les enquêtes au-delà de la République démocratique du Congo, on a demandé l'expertise de l'Afrique du Sud, de la Belgique, et Moïse Katumbi a même demandé au niveau des États-Unis. Alors attendons, et c'est en ce moment-là qu'on pourra faire peut-être une petite étude comparative pour voir, voici les résultats de vos enquêtes, voici les résultats des enquêtes,
ainsi de suite. Et à ce moment-là, on pourra placer un mot par rapport à ça. Gisèle, voilà, un petit mot parce que c'est très important. Je veux présenter mon expérience, parce que là, je vais évoquer le cas que mon frère a parlé des arrestations. Et autant pour les journalistes, autant pour les autres. Mais je prends mon cas comme journaliste. Je peux dire, je suis sinon de la deuxième, sinon troisième génération des journalistes engagés en politique à travers les débats et dans une période qui n'a pas été facile pour nous. Et dans des chaînes, vous savez, où le propriétaire lui-même s'est affiché comme tel était un opposant et acharné au régime en place. Je vais citer ici Jean-Pierre Bemba. Mais je n'ai jamais été interpellé. Je n'ai jamais été arrêté. Et mes points de vue n'ont jamais été aussi peu agressifs. Mais seulement, je sais lire un ouvrage, sinon un philosophe, sinon un sociologue si vous voulez, Auguste Comte. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Lorsque vous êtes sur un plateau de télévision, il y a une manière de communiquer. Et quand vous analysez la communication de beaucoup de nos amis, de nos confrères, vous vous posez la question, est-ce que réellement ces gens ont fait les sciences de l'information et de la communication? De cette manière-là, il ne faut pas incomber la faute aux autorités qui doivent réguler. Mais nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie. En démocratie, il ne faut pas confondre la liberté d'expression et le libertinage d'expression. La liberté d'expression est circonscrite dans la Constitution. Mais le libertinage d'expression, on est dans l'anarchie. Ça, on ne peut pas cautionner. Il faut aussi la tolérance. Il faut une certaine modération. Ouais. Non. Il faut une certaine modération lorsque nous communiquons. Je ne suis pas pour quelqu'un, je ne suis pas contre quelqu'un. Mais c'est un conseil que je donne pour tout le monde, pour nous tous, pour que lorsque nous parlons, que nous ayons un peu, nous mettions un peu des gants avec modération, nous communiquons le message. Mais Chéribin était les gants, hein. Lui, il était très modéré. Alors on passe à un autre sujet. Les confrères, les gens qu'on arrête. Ah, ok. Je ne parle pas de... Alors on passe à un autre sujet, on parle le dernier. Hein. C'est par rapport à la prolongation de l'opération de réception et des dépôts des candidatures pour la députation nationale. Christian Moudeka, est-ce que la CENI dit que par rapport au retard des candidats, est-ce que c'est pas parce qu'ils doutent aussi de la tenue de ces élections, parce que c'est pas rassurant le respect de ces calendriers? Madame, juste une petite parenthèse avant d'entrer dans le sujet. Vous savez, je dirais l'un des grands avantages d'avoir eu le président Félix à la tête du pays en 2018, c'était d'avoir un civil qui venait prendre le pouvoir après autant d'années de pouvoir militaire. Ça veut dire, depuis Kassavou Bouquet est parti en 65, nous avons toujours eu des pouvoirs militaires, c'est-à-dire sécuritaires. Mobutu, Mouzé, Joseph Kabila. Et pratiquement plus de 50 ans après, nous avons le retour du pouvoir civil. Et donc dans le jeu politique, qui est un jeu civil, dans les régimes antérieurs, on avait ce mélange entre le politique et le sécuritaire. Vous verrez qu'il y avait énormément de sécuritaires qui avaient de l'incidence dans le jeu politique, et ça sert à rien de citer les noms, vous le savez. Un jeu politique qui est marqué par l'intrication du politique et du sécuritaire. Et donc le grand mérite aurait été, avec l'alternance, c'est de voir cette séparation entre le politique et le sécuritaire. Malheureusement, de plus en plus, nous avons ce retour du sécuritaire dans la politique. Ça veut dire, si vous regardez la majeure partie d'arrestations, on parle davantage des renseignements militaires. Mais quand vous avez l'intrication du sécuritaire dans les questions politiques, les frontières deviennent floues. Donc à un moment donné, si nous voulons plus d'apaisement, séparons le politique avec le sécuritaire. À moins qu'il y ait des raisons assez évidentes qui justifient ça, mais il faut séparer le politique et le sécuritaire et revenir dans une logique normale. Maintenant, revenons sur votre sujet. Il n'y a plus de temps, Pascal. Il est difficile de séparer si le même politique, il est trompé dans les actions sécuritaires. À ce moment-là, on va le traiter comme tel. Mais si le politique fait son travail comme politique, n'inquiète pas, ne menace pas le pouvoir, en termes de coup d'État et ainsi de suite, mais il n'y aura pas de problème. Le problème ici, c'est qu'il y a soupçon, par exemple. Pascal, je vous interromps, Pascal. On va revenir sur ça, oui. Oui, vous avez un tour de table pour le dernier sujet, oui. Je reviens donc pour dire que, concernant maintenant la question de la CENI. De la CENI, oui. Tous les candidats connaissaient les calendriers électoraux. C'est-à-dire toutes les plateformes ont eu le temps, pratiquement 20 jours, pour préparer les dépôts de candidature. La raison technique avancée par la CENI ne tient pas. Parce que
beaucoup n'ont même pas retiré les formulaires. N'ont pas retiré le formulaire. Jusqu'à hein. la veille. C'est-à-dire qu'il y a un climat d'incertitude qui marque les processus. Beaucoup ont entendu, par exemple, la rencontre entre la CENI avec les différents opposants pour voir les options qui sont levées. Malheureusement, cette rencontre a abouti à un résultat qui n'a pas conforté certains. On a vu Fayoulou, par exemple, aujourd'hui, la rencontre parler de refus de participer. Et après, vous avez directement l'incident Chéribin qui vient également plomber les processus, qui devient un peu lourd. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes sur le processus et beaucoup d'acteurs hésitent encore si le processus aura ou n'aura pas lieu, malgré les différents points de rassurance, l'assurance qu'apporte la CENI chaque jour. Il y a encore des acteurs qui doutent. Et donc, ce chape de doute-là pèse sur les processus et donc peut justifier également le fait que les gens regardent encore jusqu'où on va aller. Et puis après, les problèmes techniques, je ne pense pas, parce que les candidatures se préparent au niveau des plateformes. Et donc, les plateformes ont eu suffisamment le temps de préparer la candidature qu'on va déposer. Alors, Ebe Mutombo, par rapport à cette prolongation, est-ce que ça ne va pas bouger les calendriers et que ça sera peut-être impossible qu'on ait les élections au temps prévu? Bon, moi, je ne suis pas pessimiste. Pour répondre un peu à Pascal de quelque chose qui venait de soulever là, par rapport à nos journalistes, en une seconde, et puis je vous réponds. Aujourd'hui, c'est vraiment condamnable. Il y a des officines, des gens qui travaillent, qui créent de fake news comme ça pour les publier, à mettre à la place publique. À l'instar, on voit, il y a un sonore qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux, faisant état des gens qui ont imité le voix du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, pour essayer de l'opposer avec son frère Vital Kamerhe et même à la population du Walungu. Nous sommes arrivés à une période où c'est vraiment compliqué et la FDC venait de communiquer pour dire que non, c'est faux et archi faux. Ils sont en bonne relation, il ne faudrait pas séparer et opposer les autres. Par rapport à votre question, madame, il ne faudrait pas être pessimiste. Attendons voir les choses, comment ça va avancer. Ce qui se passe aussi aujourd'hui, c'est qu'il faudrait savoir que nous avons un peloton des candidats. Aujourd'hui, nous allons voir, vous allez voir à la fin des dépôts des candidatures, nous allons voir, c'est-à-dire 20 fois même plus que les candidats, on les a eu au cours du processus de 2018. Vous voyez, quand il y a un parti politique aujourd'hui, nous avons près de 1000 partis politiques. Quand il y a un parti politique qui aligne déjà 500 candidats, et si nous mettons x 10% le nombre des autres partis, imaginez-vous combien de candidats on aura. Mon frère vient de soulever ici pour dire qu'il y a des gens qui n'ont même pas retiré. Mais il y a beaucoup de gens, c'est-à-dire la CENI va travailler au-delà, elle sera hyper débordée. Mais il y a aussi assez de temps pour ça. Attendons, on a rallongé avec une semaine, donc attendons que les gens se bousculent, qu'ils puissent faire ça rapidement. Et moi, je suis de ceux qui croient qu'il y aura élection. Mais voyons comment est-ce que les choses vont avancer, madame. Voilà, Pascal, je termine avec vous, malheureusement, 1 minute seulement. Oui, tout le monde veut les élections, mais simplement, il faut l'inclusivité. Il ne faudrait pas que les uns aillent participer, les autres restent. Même si on sait que déjà, bien avant, le PPRD avait décliné l'offre du fait de son mauvais positionnement. Il n'est pas allé prendre l'enrôlement et aujourd'hui, son argument ne tient pas. C'est plutôt l'ensemble et les idées qui doivent aujourd'hui participer pour qu'on ait l'inclusivité dans la participation, dans l'organisation de ces élections. Et donc, je pense que s'ils font le pas d'aller vers la CENI, avoir les formulaires, je crois que les élections seront organisées, et sans doute. Parce que plusieurs opérations sont déjà effectuées. Nous sommes au dépôt des candidatures. Et la grande étape qui va rester, c'est la sortie des noms et finalement nous permettre de battre la campagne. Donc à ce jour, j'ai l'impression qu'on est dans une période irréversible quand on organise ces élections. Le reste, c'est des postures politiques. Et il y a des cadres d'échange. Les contacts sont toujours permanents. Sûrement qu'ils vont trouver solution. Et on va se mettre d'accord pour qu'on ait les élections. Parce que ne pas avoir les élections, c'est bouger également la Constitution. Ça veut dire que les dispositifs de 220 de la Constitution ne seront pas respectés. Et donc, ce qui ne sera pas une bonne chose. La conséquence, nous avions eu une mauvaise expérience. 2016, 2018, ça veut dire qu'en d'autres termes, les politiques vont vouloir se la contrer, s'asseoir pour partager comme ils ont toujours eu l'habitude de partager. Et finalement, voilà, merci Pascal Loronge, merci Christian Modeka, merci à Aimé Mutombo, merci à l'équipe technique. Je fais un clin d'œil à un spectateur très assidu des kiosques, Fabrice Adexon Mbali, depuis l'Europe, El Rambo. Salut à vous, voilà, c'est la